Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est vendredi le 16 mai 2025, il est 10h en France et 17h au Japon et c'est parti pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de l'Union cardassienne à l'exception de toutes les autres. Matinale durant laquelle on va faire de la curation de l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines sur fond de bande originale d'animé. Et oui, ça faisait un petit moment, merci à l'élu de la prophétie de constamment tester mes limites physiques en me refilant toutes les maladies de la Terre pour tester ma capacité à l'accompagner sainement dans sa promise destinée. Pour le moment, ça marche pas trop, je dirais, et je vous cache pas que je suis toujours un petit peu claqué pour cette émission, mais vous m'en tiendrez par rigueur, je le sais, et de la rigueur, les gens, il y en aura pour ce Soft Power numéro 76 déjà. 76 les gens, intitulé cette semaine « L'union fait la force, la foi fait l'union », puisqu'on reviendra, il le faut bien, sur le phénomène clair-obscur Expédition 33, le premier jeu vidéo du studio de développement français Soundfall Interactive, qui a littéralement défrayé la chronique ces dernières semaines, autant d'un point de vue critique que commercial. Un succès d'autant plus miraculeux que, comme Emmanuel Macron, une partie de la presse spécialisée et des communautés de joueurs réactionnaires ont pu le rappeler et le porter en étendard, Soundfall Interactive est une toute petite équipe. Et c'est précisément pour qu'on arrête avec ça que je vous en reparlerai cette semaine. On parlera également archéologie contemporaine. Oui, on parle de choses sérieuses et légitimes dans Soft Power aussi, oui. Donc, on parlera bien archéologie contemporaine suite à la découverte d'un caisson de champagne nazi au sous-sol du palais de justice de Buenos Aires en Argentine. Et oui les gens, vous avez bien entendu, Buenos Aires est en Argentine, absolument, je sais. Bref, une découverte bénéficiant d'une coïncidence incroyable avec l'annonce par le président Javier Milei de la déclassification d'une série d'archives relatives à l'installation nazie dans le pays après 1945. Ça a l'air plutôt pas mal dit comme ça. Attendez un peu et vous verrez que c'est l'arbre tronçonné qui cache plus grand chose de la forêt, malheureusement. On fera un tour du côté des États-Unis d'Amérique, The Land of the Free and the Home of the Brave, mais plus pour très longtemps, un côté cinéma si l'on en croit, la mesure présentée par Donald Trump la semaine dernière de taxer à 100% les films diffusés aux États-Unis qui auront été produits tout ou partie à l'étranger, que ces films soient étrangers eux-mêmes ou américains. Une annonce que la grande majorité des commentateurs ont décrit comme totalement teubée, mais vous verrez, les gens, vous verrez que oui, elle est complètement teubée, mais elle n'est pas tout à fait hasardeuse. On parlera bien sûr de la disparition le 6 mai dernier de Joseph Nye à l'âge de 88 ans. Joseph Nye, les gens, géopolitologue américain, analyste, théoricien des relations internationales, mais pour ce qui nous intéresse davantage dans le cadre de cette émission, Joseph Nye, celui qui a développé et travaillé à la démocratisation du terme soft power. Ce sera l'occasion d'en redire 2-3 mots, histoire d'essayer d'être tous et toutes ensemble un peu plus solide sur le terme. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Alors je vous propose qu'on en fasse un petit bout ensemble dans quelques dizaines de minutes, disons. Et puis après tous ces éditos, on glissera vers la rubrique rétro de la semaine, aux brèves et aux recommandations de l'émission. Comme d'habitude, on se met bien. Bref, les gens, l'émission de la maladie, peut-être, mais l'émission numéro 76 de Soft Power, surtout qui démarre de ce pas avec la bande-annonce de la semaine, mais d'un pas feutré, les gens, quasi silencieux, chapeau fedora enfoncé sur la tête, cigarette au bec et voix off en bandoulière. Prenez garde, oh oui, prenez garde les gens, en traversant les ruelles de cette ville qui suinte l'ambre et le crime. Un faux pas et vous finirez en ombre chinoise sur le mur d'en farce. Ah, et si vous croisez une araignée, lui tournez pas le dos. C'était un soir comme un autre. Le genre de nuit où même les pigeons évitent de se poser, où l'ombre colle au mur et les néons clignotent comme les derniers spasmes d'un rêve américain en phase terminale. J'étais là, affalé sur mon fauteuil en simili-cuir élimé, à écouter les sirènes se disputer les restes d'une ville qui en a trop vu. Et puis, elle est arrivée. Oh, pas une femme fatale, non. Un trailer, une bande-annonce, celle de Spider-Noir. Et là, j'ai compris que j'allais devoir replonger, une dernière fois. Tiens, ça m'a rappelé un truc, une citation. « Je suis Batman ». C'est ce que lançait Spider-Man dans un des tomes des Fugitifs, un comics écrit par Brian Vaughan et dessiné par Adrian Alphona au début des années 2000. Une vanne, une pique, avant de se faire foudroyer, littéralement. Mais cette blague, elle pèse plus lourd quand elle sort de la bouche de Spider-Noir. Ce type-là, il n'a pas le costume brillant ni les punchlines pour enfants. Il a la mâchoire carrée, il a la voix grave, il a le monde sur les épaules. Ce qu'on a vu dans la bande-annonce, avant qu'Amazon décide de la faire disparaître comme un témoin gênant la veille au soir, désolé pour celles et ceux qui vont suivre l'émission en VOD, c'est un vieux New York en clair-obscur version série noire des années 40. Mais c'est bien normal. C'est tout l'enrobage de cette nouvelle série Spider-Noir concoctée pour Amazon Prime par Oren Uziel et Steve Lightfoot.
une version vieillissante, grisonnante et un peu aigrie de Spider-Man, joué par Nicolas Cage. Et ouais, Cage, encore lui. Il avait déjà prêté sa voix à ce Spider-Man dans Into the Spider-Verse. Et le voilà, aux côtés de Lamont Morris, de Brendan Gleeson, de Lee Seung-gi, tout un tas de gens que je connais pas pour des rôles que je connais pas. Un Spider noir donc, fruit d'un deal signé entre Sony qui possède les droits de Spider-Man et Amazon qui dépossède les droits de ses travailleurs et de ses travailleuses. Dès 2019, Tony Vinciquerra, le boss de Sony Pictures, a annoncé vouloir étendre l'univers de Spider-Man à la télé via Lord Miller's Production. En 2020, on apprenait que les négociations avançaient avec Amazon Prime, mais c'est en février 2023 que tout change. Bam! Annonce officielle. Spider-Noir sera une série en prise de vue réelle, diffusée sur MGM+, et Prime Video. Oh, il y a eu des ratés, bien sûr. Grève des scénaristes et des acteurs en 2023, incendie en Californie, une ville en flammes, des scripts au point mort. Classique. Mais le tournage a fini par se boucler il y a 1 mois et demi. 8 épisodes, pas un de plus, shootés en numérique en noir et blanc pour coller au style film noir. Et sur les images qu'on a vues dans cette bande-annonce, il y a tout le package. Le clair-obscur à la Sin City, les lampadaires qui coupent les visages en deux, les halos de lumière comme des jugements divins sur des âmes en perdition, les ruelles humides, les chapeaux Fedora, tout le décorum quoi. La coquille, l'esthétique. Mais est-ce que ça suffit? Parce que moi, j'ai connu le vrai film noir. Pas en 4K, pas sur abonnement mensuel, le vrai. Celui qui fume des Gaulois sans filtre, celui qui a connu la guerre, la dèche, le doute. Si dès les années 30, après la Grande Dépression, des types comme Fritz Lang, comme Robert Siodmak, comme Michael Curtis, qui avait fui l'Europe, qui virait brun, travaillaient sur des œuvres qui commençaient à revêtir des attributs de film noir, c'est surtout dans les années 40, avec des films comme L'inconnu du 3e étage de Boris Inkster, qu'on date la grande période classique du film noir ricain. Mais le film noir, il n'est pas né d'un brainstorming marketing, il est né d'un monde qui se fissurait. D'une industrie qui produisait à la chaîne des séries B mal payées, mal éclairées, mais libres. Né d'un monde marqué par l'après-guerre, à une époque de montée de tensions sociales, d'un pays traversé par le traumatisme de la Grande Dépression qui subsistait encore pour toute une génération marquée par l'insécurité économique, par la faillite du rêve américain, par la défiance envers les institutions. L'époque d'un pays traversé par la montée d'un capitalisme urbain et bureaucratique, impersonnel, hiérarchisé, anonyme et froid comme ce cendrier. L'époque d'un pays traversé par une crise de la masculinité, par la violence de la guerre, par le retour des vétérans traumatisés. C'est pour ça que les mecs et leurs équipes ont dépeint dans leurs films des losers, des marginaux, des petits criminels, des travailleurs désabusés dans des sociétés où le meurtre courait les rues, dans des villes froides déchiquetées par la corruption, où les femmes fatales incarnaient la peur sociale d'une femme émancipée échappant au contrôle masculin et à l'ordre patriarcal traditionnel. Le tout dans une ambiguïté, dans une suggestion, dans des sous-textes permanents. Et ouais. C'était les années du code Hays, de la censure des non-dits. Alors le film noir, il parlait en creux, il parlait en métaphore, il suggérait ce qu'il ne pouvait pas montrer. Et dans cet interstice, il disait tout. Ces films, ah je m'en souviens, c'était le Dahlia bleu, c'était L'âme de fond, c'était Quelque part dans la nuit. Dès que les républicains ont repris le Congrès en 1946, plein de films noirs sont devenus suspects. Anti-américains, qui disaient. Subversifs. Vous avez un peu raison, parfois. Mais le film noir, il revient toujours. Dans les années 50, il devient psychologique. Dans les années 60, il devient néo. Il se questionne, il discute avec d'autres genres. Il se développe dans tout un tas de pays, à bout de souffle qu'il était, les nerfs à vif. Puis, c'est Taxi Driver dans une Amérique post-Vietnam dans les années 70. C'est Fight Club dans les années 90, critique de la société de consommation. C'est Sympathy for Mr. Vengeance dans la Corée du Sud post-crise asiatique dans les années 2000. Toujours la même recette. Un monde qui va mal, des types paumés, une violence rampante et ce goût amer dans la bouche qui dit que rien changera. Mais qu'on doit continuer à chercher. Parce que le film noir, c'est pas un genre, c'est un état d'esprit. Celui de l'homme qui sait que tout est foutu, mais qui enquête quand même. Celui de la crise sociale, du mode de production en décomposition. Celui de la lucidité sans issue. Il y a viscéralement dans le film noir, plus que dans d'autres genres encore, une forme d'ambiguïté morale, de désespoir latent, de pessimisme, qui en a souvent fait un genre idéal pour explorer les contradictions d'une époque, et notamment les contradictions du mode de production, même s'il le nomme pas. Le film noir, c'est le genre de la crise sociale qui en exhibe les symptômes. Et Spider-Noir dans tout ça, vous me direz. Bah, il aurait pu être tout ça. Il aurait pu jouer cette friction entre le mythe du super-héros, le surhomme et les désillusions modernes. Climat, précarité, solitude algorithmique, course à l'autoritarisme, voire au fascisme. Il aurait pu être un miroir noir de notre époque, comme le furent les films noirs de la leur. Mais non. Ce qu'on nous sert, c'est pas une enquête, c'est une opération. Une franchise, une extension de licence du contenu, du noir et blanc en option comme un skin à débloquer, une ambiance en DLC. Nicolas Cage, c'est pas un détective hanté. Nicolas Cage, c'est une caution cool,
un clin d'œil pop postmoderne, un pastiche du passé. Et la série, à ce qu'on sait, sera disponible en noir et blanc ou en version couleur, au choix. Noir ou lait, comme au Starbucks. Tout est là pour donner le change, mais rien n'est là pour changer. Alors ouais, ça s'appelle Spider Noir. C'est prévu pour l'année prochaine, mais dans le fond, c'est peut-être juste une toile vide. Les salles de cinéma américaines diffuseront-elles encore les longs métrages tournés à l'étranger ? En mettant en place une taxation immédiate à 100% des films qui ne sont pas produits aux États-Unis, le président américain dit vouloir des productions Made in America. Un message signé par Donald Trump est posté sur le réseau social Truth Social et c'est tout ce qu'il aura fallu pour encore mettre le feu aux poudres du monde la semaine dernière et cette fois du monde du cinéma puisque dans son message le président au petit pied a annoncé sa volonté d'instaurer 100% de droits de douane sur les films diffusés aux États-Unis qui auront été produits tout ou partie à l'étranger, qu'il s'agisse de films étrangers bien sûr ou de films américains. Objectif annoncé, instaurer un système de quotas qui dit pas son nom tout en luttant contre l'externalisation plus que courante des tournages de films américains à l'étranger. Je vous renvoie aux anciens numéros de Soft Power où l'on a beaucoup parlé de la façon dont nombre de pays dans le monde, notamment en Europe de l'Est ces dernières années, rivalisaient en crédit d'impôt et en développement technique locaux pour attirer les productions internationales et notamment les productions américaines. Pensez récemment aux Mission Impossible The Final Reckoning tourné au Royaume-Uni, à Malte, en Afrique du Sud, en Norvège. Pensez à Jurassic Park Rebirth tourné en Thaïlande, tourné à Malte, tourné au Royaume-Uni là aussi. Pensez Avatar, Fire and Ash, Avatar 3 tourné principalement en Nouvelle-Zélande. Bref, double objectif annoncé de quotas et de relocalisation des productions américaines, mais objectif un petit peu étrange de prime abord puisque du point de vue des quotas, cette décision elle va surtout impacter, si elle est mise en œuvre avant tout et de très loin les productions américaines. Le cinéma étranger ne réalisant que 4 ou 5% des recettes au box-office américain chaque année selon le CNC. Et puisque au-delà des difficultés, voire des impossibilités juridiques de mettre ça en place, les studios américains ne feraient en réponse que de cacher leur production derrière des sociétés écrans, de déplacer des tournages hors radar ou, le plus évident encore, réduire les productions, réduire les budgets, réduire les équipes. Et ça, sans parler des très probables rétorsions commerciales de la part d'autres pays qui pourraient taxer à leur tour les films américains en représailles. Il faut rappeler que les marchés internationaux représentent plus de 70% des recettes du box-office hollywoodien, donc bon courage. Et sans parler par ailleurs non plus du contexte actuel d'une industrie hollywoodienne aux abois, une industrie hollywoodienne et indépendante déjà en crise, avec ses studios exsangues, avec ses productions ralenties par le post-Covid et par la post-grève des scénaristes et des acteurs d'Hollywood de 2023. Contexte aussi de disparition progressive des distributeurs spécialisés avec ces films dits moyen budget ou indépendants qui trouvent plus ni financement, ni salle, ni public. Los Angeles ayant vu son nombre de jours de tournage de longs métrages chuter de 38% entre 2017 et 2024. C'est énorme. Bref, un contexte fragile dans lequel précisément les tournages à l'étranger se sont rapidement présentés comme une solution de survie pour l'industrie. À tel point qu'en 2023, c'était pas moins de la moitié des dépenses des producteurs américains pour des projets de cinéma et télévision avec des budgets de plus de 40 millions de dollars qui avaient été effectués en dehors des États-Unis. C'est dire à quel point le phénomène est important. Et si la proposition de Donald Trump qui est qu'une proposition actuellement, vous connaissez le pattern, il poste sur les réseaux et derrière la Maison-Blanche dit oui, on réfléchit, ça fait mal à la tête, ça va pas s'appliquer à tout le monde. Classique. Bref, si la proposition de l'agent orange peut sembler absolument absurde et kamikaze économiquement, et elle l'est, il me semble qu'il ne faudrait pas pour autant lui retirer sa cohérence politique en ce qu'elle s'inscrit dans une forme de nationalisme culturel punitif déjà bien engagé. Cette proposition, les gens, c'est un geste vertical, un geste autoritaire contre une industrie horizontale et transnationale. Cette proposition, c'est une démonstration de pouvoir souverain sur une élite présentée comme traîtresse, sur une industrie présentée comme woke. Cette proposition, c'est l'annonce d'un sacrifice nécessaire pour donner un gage idéologique à l'électorat Trump. C'est pas une décision économique rationnelle, c'est une stratégie de clivage symbolique dans une logique césariste de guerre où les dommages collatéraux annoncés sont acceptables tant que les gains symboliques sont suffisants. Puisqu'au fond, les gens, il ne s'agit pas tant de protéger une industrie que de domestiquer une culture et de travailler à faire du cinéma américain un cinéma toujours plus américaniste. Et tout ça est d'autant plus clair, les gens, que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avait proposé récemment de doubler le plafond du crédit d'impôt local à la production de son État, la Californie, ce qui pour le coup est un début de solution à la crise de production américaine. Quelle a été la réponse de la Maison-Blanche ? Allez, je vous laisse deviner. Allez, je vous la cite. Voilà, absolument rien, que dalle, nada, nothing. Une absence de réponse qui sonne davantage comme un signal que comme un oubli. La Californie
pourtant lieu de tournage privilégié aux États-Unis, étant un symbole culturel et politique d'anti-Trumpisme. Gavin Newsom se présentant lui-même comme une figure montante du camp démocrate, potentiellement candidat à la future présidentielle. Et tout ça est d'autant plus clair encore que Donald Trump avait nommé, avant son investiture, comme ambassadeur à Hollywood, les acteurs Sylvester Stallone, Jon Voight, Mel Gibson, qu'il soutiennent depuis longtemps, avec pour mission d'être ses yeux et ses oreilles dans ce nid d'opposants politiques qu'est Hollywood. Ce pourquoi Trump décrit aussi toutes les mesures d'incitation offertes par d'autres pays pour attirer les cinéastes américains comme des, je cite, menaces pour la sécurité nationale, carrément, en invitant à la propagande, évidemment, une attitude qui s'intègre à la déclaration de Trump dans une note de février dernier où celui-ci pointait déjà de son stylo son intention de cibler le secteur du cinéma et de la télévision, fustigeant cette fois les législations obligeant les services de streaming américains à financer les productions locales. Cocorico les gens, ça c'est nous, ainsi que le Danemark, l'Italie, le Canada et prochainement probablement la Thaïlande et la Corée du Sud. Bref, une proposition d'augmentation des frais de douane délétère, pas si hasardeuse que ça, a fortiori qu'elle pourrait tout à fait rester à l'état de proposition, celle-ci ayant ça de perfide que même si elle n'est jamais finalement appliquée, elle a déjà des effets concrets dans le réel. Des réactions nationales et internationales, on en a eu cette semaine, des déclarations à Cannes de Robert De Niro, de Juliette Binoche, qui ont fait part de leurs préoccupations, de Tom Cruise en Corée du Sud, qui a témoigné de sa nervosité sur le sujet à l'aune de la sortie de son nouveau Mission Impossible. Mais plus important encore, la Chine, qui a confirmé la restriction des importations de films hollywoodiens sur son territoire, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui ont exprimé leur soutien à leur industrie locale et annoncé réfléchir à prendre des mesures spécifiques pour protéger leur secteur culturel et de production audiovisuelle, de diverses organisations européennes aussi qui ont appelé à la nécessité de renforcer leur législation locale pour mieux protéger encore les œuvres du vieux continent. Bref, vous aurez compris, des effets concrets. Mais ce qui est intéressant au-delà de ça, les gens, c'est que cette proposition pourrait bien aussi créer un moment de rassemblement, de mise en collectif contre elle. Cette semaine, c'est pas moins d'une centaine d'organisations du cinéma et de la télévision qui ont signé à travers le monde une tribune, une déclaration collective intitulée « Nos histoires, nos voix, déclaration pour la liberté artistique, la diversité culturelle et la souveraineté culturelle ». Une déclaration dans laquelle ils ont appelé conjointement les gouvernements du monde à rester fermes face à la proposition de Trump et à soutenir davantage le secteur indépendant. Ces signataires, c'est l'Académie européenne du cinéma, c'est le Club des producteurs européens, c'est le Festival du film de Locarno, c'est l'Association des réalisateurs indépendants d'Afrique du Sud, c'est l'Association des producteurs du Canada, CMPA, et j'en passe. Je cite la tribune, les gens, ces actions s'inscrivent dans le cadre d'attaques plus vastes contre le pluralisme et la liberté d'expression. Si elles aboutissent, il deviendra de plus en plus difficile pour les voix diverses de se faire entendre, pour l'ensemble de l'écosystème de créer, de produire, de distribuer, de promouvoir et de diffuser des films et des œuvres audiovisuelles avec succès et pour les cultures locales de prospérer. Comme le souligne chez nous Olivier Henrard, directeur général adjoint du CNC, l'Europe devra faire preuve d'unité sur ce sujet, comme sur d'autres, sinon elle risque de se désintégrer. Ce sont ces mots. Bref, il y a tout à faire, notamment du côté des travailleurs et des travailleuses du cinéma, puisque que la proposition de Trump passe ou ne passe jamais, elle a déjà contribué à redéfinir les termes du débat. Et il ne s'agit pas, il me semble, de défendre un Hollywood libre en réponse, mais bien de repolitiser les conditions même de la production, salaire, droits syndicaux, financement, lieu de tournage, récits autorisés, tout est lié, puisqu'il faut ajouter un point essentiel, il me semble, pourtant rarement relevé dans les différents articles que j'ai pu lire cette semaine à ce sujet, les gens. En février, lorsque Donald Trump a annoncé son envie de taper dans la fourmilière des législations internationales obligeant les services de streaming américains à financer les productions locales des pays où on y a accès, il a été soutenu par la Motion Picture Association, les principaux studios et plateformes de streaming américains, bien sûr, ça va de soi, mais surtout, à la surprise de beaucoup de commentateurs, notamment au Royaume-Uni, il a été quasi immédiatement soutenu aussi par la Directors Guild of America et l'IATSE, deux syndicats majeurs dans l'industrie du cinéma et de la télévision aux États-Unis, respectivement syndicat des assistants réalisateurs, des directeurs de production, des régisseurs, des réalisateurs d'un côté et des techniciens, des décorateurs, des costumiers, des maquilleurs de l'autre. Pas tout à fait des syndicats patronaux, vous m'aurez compris. Et pourtant, leur soutien n'a rien de surprenant quand on y réfléchit 2 secondes, puisqu'il est là aussi l'enjeu, les gens, et puisqu'elle est là aussi la ligne de crête. Il n'est ni question de se soumettre à l'autoritarisme boutiquier de Trump, ni d'adhérer à contrario à une défense romantique et ou morale de l'exception hollywoodienne. Il s'agit bien ici de notre capacité à imaginer d'autres formes d'organisation de la production culturelle, moins dépendantes des capitaux transnationaux, moins soumises aux logiques de rentabilité, plus attentives aux conditions matérielles d'existence de celles et ceux qui font les films. Et ces luttes, les gens, elles se posent dès maintenant, quelle que soit l'application ou non de l'absurde proposition délétère de Trump. Un plan séquence contre un plan de bataille, voilà ce dont on a besoin.
de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, varias cajas olvidadas desde 1941 han sido redescubiertas. Su contenido. Vous avez bien une amicale des anciens nazis, un club, une association peut-être, demandait crédulement l'espion OSS 117 dans le film OSS 117 Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius, alors qu'il interrogeait un employé de l'ambassade d'Allemagne pour obtenir des informations sur d'éventuels nazis réfugiés au Brésil. Et s'il s'était vu demander dans le film de quitter les lieux suite à son absurde question, il aurait peut-être eu plus de réussite en s'intéressant aux nazis réfugiés en Argentine, puisque cette semaine, les gens, à l'occasion de travaux de rénovation préalables à l'ouverture d'un musée de la Cour suprême à Buenos Aires, des fonctionnaires judiciaires ont eu la surprise de découvrir dans le sous-sol du palais de justice une douzaine de caissons de champagne oubliés là depuis plus de 80 longues années. À l'intérieur, comme le souligne le quotidien national Clarín, des centaines de documents relatifs au nazisme en Argentine, du matériel de propagande cherchant à consolider et à étendre les idées du petit moustachu dans le pays, des passeports, des cartes de membres du parti nazi argentin, des cartes postales, des boosters pas encore ouverts, et j'en passe. Bref, une petite découverte archéologique contemporaine qui devait faire fureur dans les années 40 pour une tonne de documents qui seraient liés à une ancienne affaire judiciaire, nous dit-on. Des documents qui ont rapidement été transférés dans une salle dédiée équipée de caméras de surveillance où certains spécialistes et membres du musée de l'Holocauste argentin travailleront à les analyser dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, espérant notamment obtenir de nouvelles informations quant au ruissellement de l'argent nazi à travers le monde. Bref, les gens, une découverte importante qui l'est d'autant plus qu'elle fait un double écho à l'actualité argentine. Écho tout d'abord à une autre découverte récente de documents autorisant des dépenses de 8 millions de dollars pendant l'administration Perón, des documents qui pourraient être liés à l'arrivée de criminels de guerre, de dirigeants nazis et de scientifiques sur les territoires argentins. Mais écho ensuite et peut-être surtout à l'annonce un mois plus tôt du président Javier Milei de la déclassification d'une série d'archives relatives à l'installation des nazis dans le pays après 1945. Une annonce dévoilée en grande pompe pour tenter de faire oublier notamment tout le travail réalisé depuis des mois par le gouvernement de Censoman de supprimer méthodiquement toute mémoire de la dictature de la junte militaire en Argentine de 1976 à 1983, où plus de 30 000 personnes ont disparu pour des crimes souvent peu ou pas définis. Dès le début de son mandat, le gouvernement de Milei avait entrepris de démanteler les politiques liées aux droits humains et à la mémoire des crimes de la dictature militaire. Un travail de mauvaise haleine incluant la dissolution d'organismes collaborant avec les Abuelas de Plaza de Mayo, un collectif de femmes argentines qui cherchent depuis la fin des années 70 à retrouver leurs petits-enfants enlevés pendant la dictature militaire argentine. Un travail incluant aussi très récemment la fermeture du centre culturel de la mémoire Harold de Conti sous prétexte de restructuration infini. Un travail incluant aussi la suspension des salaires et des budgets de maintenance de l'Espazio Memoria, un autre espace mémoriel proche, incluant aussi le licenciement de centaines de travailleurs et de travailleuses du secrétariat aux droits de l'homme, etc., etc. Les gens, bref, vous l'avez compris, une stratégie d'asphyxie budgétaire pour compromettre au mieux la mission de ces organismes de préserver la mémoire. Et comprenez bien que dans ce cadre, toutes ces révélations récentes et à venir sur le passé nazi de l'Argentine, mais surtout toutes leurs exploitations ne sont pas anodines, puisque la déclassification de milliers de documents officiels concernant l'accueil de nazis en Argentine après la Seconde Guerre mondiale, soutenu carrément par la création d'un centre de documentation historique sur l'Holocauste, alors que le gars est en train de tout déglinguer à côté, c'est aussi une façon pour Javier Milei de séduire les milieux pro-israéliens dont il se répète constamment proche, une façon d'affaiblir les mouvements péronistes en réappuyant leurs liens avec les nazis, une façon d'affaiblir les mouvements de gauche et les mouvements de droits humains en créant une forme de confusion mémorielle, une façon de renforcer sa respectabilité internationale, de travailler à redorer son image, etc., etc. Une situation plus que préoccupante qui rappelle, il me semble, que tous ces musées, les gens, toutes ces expositions, toutes ces recherches archéologiques sont, il faut le redire, parfaitement situées et non rien de neutre. Bien sûr, c'était d'autant plus clair quand l'archéologie, constituant nouvellement une science dans les années 1880, se développait clairement en lien étroit avec les projets coloniaux et nationaux de l'époque. L'archéologie se constituant alors comme une science d'État au service de la construction identitaire des nations européennes, notamment par la monumentalisation du passé, l'appropriation des ruines, la production de récits continus entre les civilisations antiques et les États modernes. La France se mettant notamment à l'époque à développer toute une archéologie, tout un lore mégalithique, gallo-romain, mérovingien, afin de justifier la cohérence historique de sa nation et de son État-nation. Difficile de faire plus clair, mais on a pu croire
dans le courant du XXe siècle, après le renforcement de l'archéologie professionnelle, notamment après la Seconde Guerre mondiale justement, dans un contexte de restructuration nationale, d'institutionnalisation universitaire et de développement des politiques patrimoniales, que l'archéologie, alors empreinte d'objectivisme positiviste, pouvait être neutre en ce qu'elle marquait une séparation nette entre savoir et politique, entre science et idéologie, avec l'idée qu'il existe un passé objectif composé de faits matériels et où le rôle du chercheur est de collecter les faits, amenant de fait à une quasi-dépolitisation de l'archéologie au profit de structures éthiques qui vont se faire dominantes pendant des décennies, éthique ici réduite à une série de procédures à suivre. Bref, on a pu le croire au XXe siècle et on le croit encore trop souvent aujourd'hui, malgré des critiques ci et là d'organisations et d'auteurs, notamment dans les années 80, avec Ian Hodder, avec Michael Shanks, avec Ruth Stringham, qui vont bien essayer de rappeler que l'archéologie est toujours prise dans des enjeux symboliques, dans des enjeux idéologiques, dans des enjeux politiques, en vain. Et pourtant, les gens, difficile de leur donner tort. Les objets du passé ne forment pas un enregistrement fidèle de l'histoire. C'est bien l'archéologue qui construit un récit, qui choisit, qui classe, qui interprète, qui produit des données archéologiques dans un processus influencé par ses outils, par sa culture, par les attentes sociales, par les financements et bien sûr, par les politiques menées par des gouvernements potentiellement hostiles. Il n'y a pas eu dans le passé une volonté consciente de laisser quelque chose pour le futur. Ces données archéologiques sont une construction présente et leur naturalisation masque les intérêts qui sous-tendent leur constitution. Tout comme la marchandise chez Marx dissimule les rapports sociaux de production sous l'apparence d'un objet autonome, cet ensemble de traces matérielles laissées par le passé masque les conditions historiques, les conditions politiques, les conditions économiques de leur propre fabrication. Et je ne fais pas cette comparaison par pur hasard, puisqu'il faut redire à quel point il y a une inévitable intrication entre la pratique capitaliste et l'archéologie contemporaine, qu'il s'agisse de pousser un marketing du patrimoine, de valoriser économiquement des territoires via le tourisme patrimonial, de renforcer l'identité nationale en sélectionnant les éléments du passé qui légitiment un récit national ou ethnique, d'accompagner des projets de développement, souvent dans une logique extractive où le patrimoine est mis au service de l'investissement immobilier ou de l'aménagement urbain, à une époque où le patrimoine est pleinement devenu une ressource, où l'archéologie tend à fonctionner selon des logiques de production, de consommation, de rentabilité, et où le passé mis en scène devient capital dans tous les sens du terme. Et il me semble aujourd'hui, les gens, encore plus nécessaires que jamais, de bien prendre conscience de cette réalité, que l'archéologie ou que les musées qui l'exposent sont des espaces traversés de rapports de force, de choix politiques, d'enjeux idéologiques. Ce sont des scènes de lutte, d'où l'appel de Yanis Amilakis à repolitiser radicalement l'éthique archéologique dans son excellent livre, et je pèse mes mots, dans son excellent livre Archéologie et capitalisme, dont je vous mets les références en description, que je vous recommande et qui m'a bien aidé à penser cette chronique. Une nouvelle éthique de l'archéologie située, engagée, militante, qui assume que faire parler le passé, c'est toujours prendre position dans les conflits du présent, que fouiller, que classer, qu'interpréter, qu'exposer, c'est toujours dire quelque chose ou choisir de ne rien dire sur le monde dans lequel on vit. Et la bonne nouvelle, les gens, la bonne nouvelle, c'est que cette éthique engagée, elle existe, elle s'expérimente déjà. C'est Reinhard Bernbeck et Suzanne Pollock qui, en Allemagne, plaident pour une archéologie des bourreaux qui fasse de l'histoire un choc et non une consolation. C'est Ermengol Gassio et ses collègues qui mènent à main nue une archéologie des vaincus, des républicains espagnols oubliés. C'est Maggie Ronen qui défend avec les communautés kurdes une archéologie des vivants enracinée dans les luttes locales. C'est Din Saitab aux États-Unis qui fouille les ruines de la lutte des classes, non pas pour les exposer dans un musée, mais pour renforcer les grèves d'aujourd'hui, puisqu'il est plus que possible désormais de faire de l'archéologie non plus une science de la conservation, mais une praxis de la transformation, refusant au passage son recyclage libéral, voire libertarien, une praxis qui suppose de prendre parti, de participer activement aux conflits sociaux et politiques, de mobiliser le savoir archéologique comme levier de transformation sociale et non comme simple outil de mémoire ou de valorisation patrimoniale. C'est précisément parce qu'il sait que le passé est une arme pour le présent que le gouvernement Millet cherche tant à neutraliser la mémoire. Personne ne s'y trompait, les gens, personne. Quand il y a 3 semaines encore, des dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues de Buenos Aires avec des pancartes criant « Millet, tu es la dictature ». Les luttes sont amenées ici aussi pour qu'on puisse dire à Javier Milei, les gens, dans quelques années, chapeau à la main et fouet dans l'autre, et devant sa coupe de cheveux claquée, ta mulasse est dans un musée. He has a culture which is attractive to others. It may make other countries more willing to hear its views or to sympathize with its views. Et voilà, il fallait, les gens, que ce moment arrive. Soft Power, c'est fini. Ou plutôt, Joseph Nye, c'est fini, puisque l'homme
pionnier de la théorie du concept de soft power, s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 88 ans. Joseph Nye, éminent politologue américain et néolibéral revendiqué, qui, en 1990, du fait de son ouvrage Bound to Lead the Changing Nature of American Power et de son succès, avait largement participé de travailler à populariser le terme de soft power à un moment historique où les États-Unis sortaient victorieux de la guerre froide et où l'Union soviétique s'effondrait, où le bloc de l'Est implosait et où l'Amérique s'interrogeait alors comment continuer à régner sans avoir à tirer. La proposition de Joseph Nye était littéralement sublime, continuer à régner en influençant le comportement d'autrui pour obtenir les résultats souhaités sans coercition, sans rémunération, continuer à régner en influençant le comportement d'autrui simplement parce que l'on est, parce que l'on représente et parce que ce que l'on propose donne envie. C'est le soft power, le pouvoir doux qui, dans le cadre d'un pays, selon Joseph Nye, repose sur 3 piliers: sa culture, sa politique étrangère et ses valeurs politiques. À l'époque, très concrètement, le soft power, c'est une façon de parler du pouvoir attractif du capitalisme libéral américain, et de la démocratie parlementaire, d'Hollywood, des prestigieuses universités américaines, des open space, des gros pecs de Schwarzy dans Pumping Iron, et plus généralement du rêve américain. Dans la matrice conceptuelle de Joseph Nye, il ne s'agit plus alors de bombarder, mais d'exporter des modes de vie, de diffuser des valeurs, de gagner les cœurs et les esprits. L'idée à l'époque a eu un succès fou, et pour cause, au-delà de sa potentielle utilité intrinsèque, le concept même de soft power permettait immédiatement une lecture valorisante du pouvoir américain, doux, qui n'écrasait pas, mais au contraire attirait et séduisait, a fortiori qu'en reposant sur des notions plutôt vagues d'attractivité, de culture, de valeur, d'image, le concept de soft power pouvait et peut être utilisé dans des contextes particulièrement variés, de la diplomatie au marketing, en passant par la culture et la géopolitique. Le soft power de Joseph Nye concernant autant des États, des marques, des causes que des plateformes, une plasticité conceptuelle qui lui avait permis et qui lui a aussi permis de circuler à l'époque facilement entre sphères universitaires, médiatiques et politiques. Certains universitaires y trouvant là un outil d'analyse, certains diplomates y voyant là une stratégie, et certains journalistes ou streamers Twitch s'en servant pour expliquer rapidement des phénomènes culturels. Suivez mon regard. Sauf que, vous l'aurez compris à ma façon d'en parler, la notion même de soft power pose problème. D'abord parce que sa plasticité reflète avant tout le flou de la définition de Joseph Nye. Comment mesurer, comment isoler, opérationnaliser des notions aussi indéterminées qu'attractivité, que valeur, que culture, surtout lorsque la définition même du concept mélange ressources et effets sans les distinguer. Comment juger de l'efficacité d'un soft power si l'on s'intéresse qu'à son émetteur? Comment comprendre toutes ces articulations si l'on ne définit pas clairement les mécanismes et les outils pour que ce même soft power opère? Joseph Nye mélangeant des concepts aussi différents que la persuasion rationnelle, l'attractivité normative, le contrôle de l'information, tout pareil dans un même blender. Comment comparer deux soft power de deux pays différents lorsque les ressources mobilisées pour faire vouloir aux autres ce que l'on veut sont inégalement acquises ou distribuées? Réponse: on fait pas. Ce pourquoi bon nombre d'auteurs et d'autrices ont proposé, et ce très tôt, de modifier, voire de revoir de fond en comble le concept de soft power avec des notions de sharp power, où la manipulation remplace l'attraction douce, de sticky power, de deep power, de smart power, et j'en passe. Mais si la notion de soft power de Joseph Nye pose autant de problèmes, c'est ensuite, et il me semble davantage encore, parce que ce fameux soft power a été historiquement et intrinsèquement, dès l'origine, un concept bâti pour mettre en récit une puissance américaine bienveillante, attirante, légitime, en opposition au régime autoritaire et coercitif. Un concept qui naturalise une certaine vision du monde, qui transforme les rapports de force en adhésion libre, qui légitime l'hégémonie américaine en la présentant comme attractive, comme morale, comme universelle. Un concept qui fait croire qu'il existe un pouvoir doux, que l'on peut penser sans parler de domination, que l'on peut parler d'influence sans évoquer l'impérialisme, que l'on peut reconduire la centralité occidentale sans avoir à montrer ses mains sales. Paradoxalement, les gens, le problème du soft power, c'est qu'il dépolitise, il transforme un rapport de domination en phénomène d'attractivité presque naturel, presque neutre, comme si la culture dominante s'imposait par sa seule qualité. C'est l'hégémonie d'Antonio Gramsci par lesquelles les classes dominantes obtiennent aussi le consentement des dominés en leur faisant intérioriser leur propre domination. Mais sans classe dominante,
sans dominer, sans conflictualité sociale, sans ces rapports de domination historique qui rendent certaines cultures universelles et cool et d'autres locales ou pittoresques. Dans The New Imperialism, l'économiste David Harvey explique au contraire comment les États-Unis ont su articuler hard power et soft power, même s'il ne les définit pas comme ça, pour assurer leur suprématie globale. Pour lui, le soft power, c'est pas un contre-pouvoir à la guerre et au hard power, c'est au contraire une forme complémentaire d'impérialisme, une manière de sécuriser l'accès au marché, aux ressources, au cerveau, sans avoir besoin de les envahir. Un impérialisme qui fonctionne grâce à l'infrastructure matérielle du capitalisme, les brevets, les plateformes, les accords commerciaux, les normes de propriété intellectuelle. Un impérialisme matériel qui a permis et permet encore aux États-Unis de façonner le monde à leur image, tout en prétendant ne rien imposer. Le soft power, c'est pas l'envers doux d'un hard power, c'est son complément indispensable, et un complément qui ne remplace pas l'impérialisme, mais qui le reconfigure. Et s'il ne force personne à se soumettre, il apprend à s'aimer, dominer. C'est cette reconfiguration, les gens, que masque toute la théorie de Joseph Nye, qui travaille à une notion propre, à une notion neutre, à une notion post-idéologique, devenue en un rien de temps un simple outil de gestion marketing des États. Le soft power, c'est pas le pouvoir doux, c'est l'adoucissement du pouvoir, au point qu'on en oublie que celui-ci existe et qu'il est matériellement et historiquement situé, puisqu'il faudra aussi parler, comme le souligne Gayatri Spivak ou encore Achille Mbembe, du fait que le soft power occidental est souvent une forme néocoloniale de séduction qui recycle les stéréotypes et les asymétries historiques. Bref, les gens, soft power, ça fait peut-être un nom d'émission ultra classe, mais pour penser matériellement le monde, ça fait pas beaucoup plus. Et il me semblait intéressant de revenir sur ce terme qu'on entend beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé aussi par facilité d'emploi, pour se rappeler toujours de ce que celui-ci met en avant, mais surtout, les gens, de ce qu'il masque. RIP Joseph, mais pas merci pour le cadeau. Toi, tu te bats pour changer les choses. Pour ceux qui suivront. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme picto pour cette chronique? Picto, indignation républicaine à géométrie variable, multiplie par 200, le volume des appels à la laïcité en cas d'incident symbolique ne se déclenche que si la personne ciblée est racisée, musulmane et ou affiliée à la gauche radicale, inactif face à l'extrême droite, ouais, pas fou. Picto, bœuf mélanchonique, inflige à tous les adversaires un malus de lucidité, dure jusqu'à ce que quelqu'un lise enfin le programme du NFP, et fait rare, ouais, ok. Et picto, quand il y a un loup, c'est qu'il y a une meute, déclenche une enquête indépendante sur votre organisation si celle-ci critique l'ordre établi, n'affecte pas les partis traditionnels, se cumule avec l'effet double standard. Ouais, rien de bien fou cette semaine, rien de bien fou. Enfin, rien de bien fou, si ce n'est l'annonce de la colossale barre atteinte des 2 millions de ventes pour le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33, dont est issue cette mécanique de picto, des objets, ces objets à effets spéciaux qui modifient vos compétences et votre façon de jouer. Vous l'aurez reconnu si vous avez joué au titre. Clair Obscur Expédition 33, donc jeu développé par les Français de chez Soundfall Interactive et publié par Kepler Interactive. Jeu sorti le 24 avril dernier sur Xbox Series, sur PlayStation 5 et sur PC, mais surtout jeu pour lequel, si on s'intéresse ne serait-ce que même un peu et de très loin au médium jeu vidéo, il est depuis 3 semaines totalement impossible de passer à côté, du fait de son succès critique incontestable, autant du côté de la presse que des joueurs et des joueuses, ayant octroyé l'un comme l'autre au jeu des notes et des appréciations anormalement élevées pour un tel projet, plaçant ce dernier par ailleurs en très bonne place pour le titre de jeu de l'année. Impossible également de passer à côté du fait de son succès commercial, évidemment, plus de 2 millions de ventes en 2 semaines, c'est énorme. Impossible de passer à côté aussi de ses qualités intrinsèques, de sa mystérieuse histoire prenante autour d'une entité qui met chaque année à mort toutes les générations d'un certain âge, de sa chouette esthétique inspirée de la Belle Époque, même si elle a tendance à tirer un peu fort, c'est vrai, sur son côté croissant en douillette marinière, il est vrai, de la qualité de son système de jeu aussi assez exigeant, mais surtout très plaisant, avec des affrontements au tour par tour, incluant des moments en temps réel où il faut être assez précis sur les timings pour pas voir toute son équipe disparaître en un coup de pinceau. De la qualité de sa bande originale, bien sûr, superbe, très dense, composée par Lorient Testar et accompagnée de la chanteuse et musicienne Alice Duport-Percier. Bref, beaucoup de raisons qui font que beaucoup de choses ont été dites sur ce Clair Obscur Expédition 33 ces dernières semaines dans les communautés jeux vidéo, mais pas que, les gens. Le succès retentissant du titre ayant rapidement fait les gros titres d'une partie de la presse généraliste française comme internationale, allant même jusqu'à gratter les plus hauts sommets de l'État avec cette intervention 3 jours après la sortie du jeu de notre démiurge président. Je le cite:
1 million d'exemplaires et à ce jour, l'un des jeux les mieux notés de l'histoire. Et oui, c'est français. Bravo à Sunfall Interactive et à tous les créateurs d'Expédition 33. Vous faites rayonner l'audace et la créativité à la française. La créativité à la française, les gens, puisque c'est bien de ça dont on a aussi beaucoup parlé ces dernières semaines avec ce clair-obscur Expédition 33, grâce à une belle histoire. La belle histoire d'une œuvre produite par un studio sorti de nulle part, Sunfall Interactive, petit studio indépendant français, fondé en 2020 par Guillaume Broche, un ancien de chez Ubisoft. Petit studio indépendant d'une petite trentaine de petites personnes grappillées ci et là au fil des années, nous a-t-on dit et nous dit-on encore, pour poursuivre ce doux rêve de développer, comme le précise le site officiel du studio, des jeux premium, des jeux fournissant, je cite, une valeur de production exceptionnelle. Il me semblait qu'on disait la passion du jeu vidéo, d'habitude, mais soit. Et cette belle histoire a mené jusqu'à ces toutes dernières heures à un front uni de défense de cette fameuse passion du jeu vidéo, justement par bon nombre de journalistes spécialisés ou assimilés, par des joueurs, par des streamers, bref, un front de défense du mythe de David contre Goliath, de défense de l'esprit d'atelier contre celui des corporations du jeu vidéo, beaucoup encensant alors bien vite l'exploit d'avoir réussi à fournir un jeu aussi chouette avec une équipe aussi réduite. Sauf que toute cette imaginaire autour de la petite équipe qui réussit est plus que signifiant et que le réinvestir aujourd'hui en 2025, c'est loin d'être neutre. Bien sûr, le mythe de la petite équipe géniale des outsiders créatifs, c'est pas nouveau. Dès le 19e siècle, à un moment où le capitalisme industriel commence à broyer l'artisan, à broyer le poète, le bohème, on observe une forme de réaction romantique à l'usine. On célèbre celui ou ceux qui créent seuls, le petit nombre se présentant alors comme le dernier refuge de la beauté contre la standardisation, une forme de résistance esthétique, morale, voire politique. Mais c'est surtout dans les années 80, en pleine bascule vers un capitalisme néolibéral, que réémerge ce fantasme de la petite équipe, fantasme du garage, notamment aux États-Unis dans un premier temps, avec l'idée que dans un coin de la Silicon Valley, deux types en t-shirt et en basket peuvent changer le monde à eux seuls. C'est la grande époque des startups où la précarité devient sexy, la débrouille visionnaire, l'absence de hiérarchie, le sommet de la liberté, l'autonomie, la créativité et la liberté devenant alors des exigences du capital lui-même, récupérant en lui-même, comme le soulignait Luc Boltanski et Eve Chiapello dans leur livre Le Nouvel Esprit du Capitalisme, les critiques artistiques et libertaires des années 60-70, le refus de la hiérarchie, la valorisation de la créativité, le désir d'autonomie, pour les réintégrer dans un nouveau modèle de domination basé sur le projet. Bref, un nouveau mythe de la petite équipe qui s'accommodait bien à l'époque de ceux du génie solitaire et du self-made man et qui venait parfaitement épouser l'incarnation idéale de l'entreprise néolibérale, agile, adaptable, sans les lourdeurs des syndicats, des hiérarchies traditionnelles et des protections sociales, bien évidemment. Le sociologue britannique David S. Mondale rappelant dans son récent livre Les industries culturelles à quel point ces industries précisément s'étaient par ailleurs fait et se font toujours le terreau fertile à la naturalisation de ce mode de production étiquetant tout comme liberté pour mieux rendre désirable l'insécurité, les bas salaires et la responsabilité individuelle. La petite équipe faisant alors office de cadre de prédilection pour ce faire et se faisant également parfait alibi pour une destruction organisée des conditions de travail dans les industries créatives. Dans les années 2000-2010, avec l'entrée du capitalisme en crise permanente et a fortiori avec le post-Covid, l'industrie du jeu vidéo va elle-même être traversée par différentes crises qui vont amener celle-ci à vendre une autre histoire, celle d'une nécessaire résilience face aux crises, face aux restructurations et licenciements, nous dit-on, obligatoires, où les grosses structures deviennent fragiles et le collectif suspect. Et c'est dans ce cadre nouveau de crise permanente, soutenu par le mode de production, que l'industrie va massivement redévelopper l'imaginaire de la petite équipe, non plus cette fois comme seulement innovante, mais comme nécessaire, comme un modèle de survie, comme une idéologie de crise. Dans un moment où il s'agit plus tant de dire « Regardez comme les petits peuvent faire de grandes choses » que de souligner « Regardez comme on peut faire aussi bien avec moins ». Moins de personnel, les gens, moins de budget, moins de droits, moins de collectifs. Et si vous écoutez l'émission depuis un certain temps, vous le savez même jusqu'à la caricature, puisque quasi tout ou tous ces licenciements et ces restructurations ces derniers mois se sont faits sur la ligne de la rationalisation des coûts pour retrouver, l'ont-ils tout sur les agilité, créativité, innovation, bref, pour retrouver la passion du jeu vidéo. Sauf qu'il faut redire qu'une petite équipe, c'est pas une petite industrie, que cette petite équipe, elle repose souvent sur d'interminables heures supplémentaires socialement obligatoires, sur l'absence d'équipes dédiées aux tests et aux vérifications des jeux, sur des freelances sous-payés, sur des jeunes pousses essorés, sur des sacrifices personnels considérables, sur des délocalisations ou des externalisations de toute ou partie du développement dans des pays au droit du travail bon marché, que cette petite équipe, ce n'est pas qu'une organisation de production, c'est aussi une esthétique qui fonctionne avec le même carburant que l'idéologie entrepreneuriale, la passion, l'authenticité, le retour à l'essentiel.
On n'est pas dans une petite équipe, on est la petite équipe. On n'a pas de salaire, les gens. On a une mission. On n'a pas de protection sociale solide. On a un rêve. Le studio de développement Sunfall Interactive lui-même, participant de cet imaginaire, le site officiel soulignant carrément, je le cite, « Nous développons les meilleurs pipelines possibles pour atteindre cet objectif de faire des jeux à la valeur de production exceptionnelle, rappelez-vous, tout en préservant la créativité et l'agilité des petites équipes. L'agilité, les gens. Bref, tout un imaginaire renaissant de la petite équipe. C'est Hades, c'est Hollow Knight, c'est The Witness. Je l'ai même entendu pour Baldur's Gate 3, alors que les mecs étaient plusieurs centaines. Un imaginaire renaissant de la petite équipe participant de rationaliser les conditions de production précaires du jeu vidéo. Un imaginaire renaissant de la petite équipe, souvent fabriquée a posteriori, bien sûr, puisque comme le souligne Casey O'Donnell, un professeur associé au département des médias et de l'information de l'Université d'État du Michigan dans son livre Le dilemme du développeur, les discours sur l'autonomie dans l'industrie vidéoludique sont très souvent des restructurations a posteriori, servant à donner du sens et de la légitimité à des situations de travail précaires, puisqu'il faut redire évidemment que pour un succès comme Clair Obscur Expédition 33, c'est des dizaines de petites équipes qui s'enferment dans la précarité et mettent la clé sous la porte chaque année, puisqu'il faut redire évidemment que pour un succès comme Clair Obscur Expédition 33, c'est des centaines de grosses équipes qui se font charcuter depuis des mois pour des motifs d'agilité et de passion du jeu vidéo, une passion permettant au passage de couper la réalité des rapports sociaux en jeu, couper que derrière la belle histoire d'Eric Barron, développeur du jeu à succès Stardew Valley, il y avait surtout sa femme qui a cumulé plusieurs boulots pendant des années pour lui permettre de développer tranquillement son jeu dans son garage, couper que derrière la remontada du jeu No Man's Sky, passer d'un jeu vraiment pas fou à un jeu non, ok, c'est un peu foufou, il y a surtout eu des milliers d'heures de travail forcé, d'épuisement documenté, des équipes qui pouvaient travailler jusqu'à 100 heures par semaine, des problèmes de santé mentale eux aussi documentés, ou encore couper qu'au bout du compte, c'est bien un peu plus d'une centaine de personnes qui ont travaillé sur Clair Obscur Expédition 33, il suffit de regarder les crédits, puisqu'il faut y intégrer les externalisations, les dizaines de personnes qui ont travaillé sur la localisation, l'assurance qualité, la bande originale, etc., etc. Et il est à noter que ce discours de la petite équipe a eu d'autant plus de succès pour Clair Obscur et Expédition 33 qu'il s'est rapidement lié à des propos réactionnaires sur le jeu, décrit comme un vrai jeu vidéo proposant de vraies femmes, contrairement aux fausses productions woke d'Ubisoft. Bref, toujours les mêmes partenariats, que ce soit dans ou hors le jeu vidéo. Est-ce qu'il faut pour autant jeter Clair Obscur Expédition 33 avec l'eau du bain? Non, évidemment non. Le jeu est excellent et ses développeurs et ses développeuses méritent qu'on reconnaisse leur travail, mais il me semble aussi et surtout qu'on y gagnerait à être un peu plus précautionneux des discours publics qu'on entretient autour du jeu et notamment de sa production dans une industrie où les fermetures de studios se multiplient, où la syndicalisation est encore embryonnaire, où les actionnaires exigent des marges toujours plus grandes et où chaque succès d'une petite équipe peut servir à justifier 1000 échecs d'équipes entières. A fortiori qu'il me semble qu'on y gagnerait aussi, et notamment dans la presse spécialisée, à davantage interroger les financements de Sunfall, la culture de travail qui y a régné, le comportement des instances dirigeantes. Ne sait-on jamais, il y aurait peut-être quelque chose à voir. Bref, la prochaine fois que vous entendrez un joueur disant « suffit de bosser avec passion », n'oubliez pas de lui demander s'il dit ça de son grenier ou depuis son bureau à la DRH. Bref, Clair Obscur Expédition 33, c'est sorti le 24 avril dernier, c'est très bien et oh, un nouveau Picto dans ma collection, les gens. Picto passion du jeu vidéo. Je l'avais pas celui-là, disons. Convertit les heures sup en vocation et les licenciements en agilité. Effet secondaire, rend les actionnaires émus. Ouais, je sais pas. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. C'est parti pour la rubrique rétro de la semaine. La rubrique rétro, vous le savez, on prend la date du jour, on remonte le temps et on regarde ce qui a pu se passer de pop culturel, d'un peu signifiant ces dernières décennies. Et après vous avoir parlé de Chien de race, après vous avoir parlé de mots croisés, après vous avoir parlé de Pink Floyd, cette semaine, dans une chronique assez courte, je vous propose que l'on travaille collectivement, ensemble, les gens, tous et toutes, à réhabiliter un film sorti le 16 mai 2002, Star Wars 2, l'attaque des clones, quel banger, un film plutôt mal aimé à l'époque par la presse et par le monde entier, qui trouvait à juste titre les dialogues du film insupportables, les personnages sous-développés et le rectangle amoureux Padmé Anakin sableux au possible, ce qui n'a pas empêché le film de toper plus de 650 millions de dollars au box-office monde au passage. Mais aujourd'hui, les gens, je vous propose qu'on fasse un premier pas vers la réconciliation en mettant de côté les lectures pseudo-mythologiques Joseph Campbellisé ou celles de pur divertissement du film qu'on a pu lire ou entendre des millions de fois ces 20 dernières années. C'est bon, on a fait le tour pour travailler ensemble à déceler
dans l'attaque des clones, une richesse globalement ignorée, sa critique prémonitoire, les gens, de l'effondrement démocratique actuel. Une richesse esthétique, tout d'abord, avec Coruscant, souvenez-vous, la capitale de la République, qui renvoie à 2 grands films du cinéma, tout de critique du capitalisme corporatif, Blade Runner d'un côté de Ridley Scott et Metropolis de Fritz Lang de l'autre, avec, pour ce premier, un monde où le néolibéralisme mène à l'autoritarisme, avec cette subtilité que dans l'attaque des clones, dès l'ouverture, un mouvement séparatiste gagne du terrain, pousse le Sénat à envisager la loi martiale pour renforcer les pouvoirs du chancelier Palpatine, afin de créer ainsi une armée républicaine avant d'amorcer la montée en puissance de Palpatine vers l'Empire. Autrement dit, les gens, l'attaque des clones ne dépeignait pas tant une absence d'État comme dans certaines de ses références qu'une militarisation progressive de la République menant à un empire, révélant alors la compatibilité et même la continuité naturelle entre capitalisme et autoritarisme, avec des entités représentant le grand capital, prêtant serment de fidélité au comte Dooku, en échange de politique économique dite libérale, comte Dooku dont le titre allégorique révélateur était d'ailleurs, souvenez-vous, Dark Tyrannus. J'aime pas le sable et la subtilité non plus. Apparemment. On trouve aussi dans l'attaque des clones une critique des institutions démocratiques explicite, lorsqu'Obi-Wan dit clairement mépriser des politiciens corrompus et Anakin préférait un leader autoritaire à un débat démocratique inefficace. Souvenez-vous de ce dialogue avec Padmé où Anakin proposait d'avoir un sage surplombant pour trancher tous les débats. Padmé lui répondait que ça lui faisait un petit peu penser à une dictature quand même. Et Anakin qui lui répondait « Eh bien, si c'est ce qui fonctionne », marquant ainsi une tentation dictatoriale chez des jeunes désillusionnés qui fait écho à une appétence pour l'autoritarisme de plus en plus documentée en France comme aux États-Unis chez les nouvelles générations et notamment chez les jeunes hommes. Et ce sera par ailleurs renforcé par le combat Anakin-Obi-Wan de l'épisode 3 où ce premier, pourtant l'un des principaux agents de la construction de l'Empire, insistera en prétendant être défenseur de la République. Mais on pourrait parler aussi des Jedi, de l'attaque des clones censés incarner la sagesse et la protection républicaine, vous savez, mais qui deviennent progressivement des figures perçues comme élitistes, comme opaques, comme déconnectées du peuple. Ça rappelle des trucs, ce qui les rend vulnérables aux récits populistes qui les désignent comme ennemis de celui-ci. On pourrait parler encore aussi du personnage de Jar Jar Binks, particulièrement moqué sur la toile, peut-être parce que c'est un très mauvais personnage. Possible, mais personnage de Jar Jar Binks quand même qui tient dans cette attaque des clones une scène clé du film en proposant les pleins pouvoirs à Palpatine sous prétexte d'urgence et de guerre imminente. Jar Jar étant ici le masque de la servitude volontaire capable d'applaudir la fin de la démocratie pourvu qu'on lui promette sécurité et ordre. Bref, je vous renvoie à l'analyse faite par João Marcos Cili de Araujo dans son étude publiée dans la revue Aedos de l'Université fédérale de Rio Grande do Sul. Je cite « Des clones au bot Star Wars épisode 2 et la montée du populisme autoritaire ». Mais avouez les gens que le film prend une toute autre saveur en 2025 et qui pourrait être très intéressant d'y rejeter un œil tant que vous gardez à l'esprit que c'est quand même esthétiquement vraiment pas fou, mais ça vaudrait le coup quand même. Après tout, quoi de mieux les gens pour parler de la montée des autoritarismes partout dans le monde que de parler d'attaque des clones. When will you speak to President Xi of China? That'll happen. I mean, look, right now, and I told you before, they're having tremendous difficulty because their factories are not doing business. C'est parti pour les brefs de l'émission et puisque je vous parlais un peu plus tôt des effets très concrets de simples annonces présidentielles, en voici une autre, l'impact de l'annonce d'une augmentation des frais de douane sur l'industrie du jouet cette fois-ci. La semaine dernière, c'est la Toy Association, une association commerciale américaine pour l'industrie américaine du jouet qui a frappé fort avec une infographie éclairante de la situation des 145% de droits de douane appliqués sur les produits fabriqués en Chine. Si jamais ceci venait à s'appliquer, ce serait pas moins de la moitié des entreprises de jouets américaines qui pourraient tout simplement faire faillite. La simple annonce de ces droits de douane de 145% sur les importations chinoises ayant déjà gelé la chaîne d'approvisionnement de la production de jouets avec un impact dévastateur déjà sur les PME américaines dont beaucoup sont des entreprises familiales avec un taux élevé d'annulation de commandes et une forte baisse des achats par les détaillants. Et lorsque Trump s'est fait attraper le manche notamment sur la catastrophe économique qui s'annonçait pour ces entreprises et pour Noël 2025, celui-ci a répondu, je le cite, préparez-vous, eh bien, peut-être que les enfants, ils auront 2 poupées au lieu d'en avoir 30. C'est complètement con, mais c'est la même ligne politique que je décrivais plus tôt dans l'émission. Mais si vous suivez l'actualité, vous savez que les lignes ont bougé cette semaine, notamment en ce que les États-Unis et la Chine ont convenu de réduire considérablement l'escalade d'augmentation des droits de douane pendant une période initiale de 90 jours.
c'est bien. Qu'est-ce qui va se passer après ces 90 jours? On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à la fin, c'est les travailleurs et les travailleuses qui trinquent et qui vont trinquer. Et cette déclaration de Stéphane Mady, le PDG de Ravensburger, devrait vous agacer instantanément si vous avez suivi l'émission aujourd'hui depuis le début et davantage si vous suivez régulièrement l'émission. Je le cite: nous soutenons notre secteur et les distributeurs pendant cette période de perturbation et nous nous engageons à rester concentrés sur nos valeurs d'entreprise, celles du jeu et des moments qui comptent vraiment. Nous espérons le meilleur et nous nous préparons à tous les scénarios avec agilité, bien sûr. Caricatural, je vous avais dit, caricatural les gens, comme cette étude qui ne surprendra absolument personne de la fondation Ruderman qui s'est donné le loisir de regarder 350 séries sorties entre 2016 et 2023 pour en analyser les représentations des personnages avec un handicap. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer, de vous donner des chiffres et après on va sortir de l'émission en se disant toujours optimiste et positif les soft power. Cool, je vais me taper la tête là, on y va, c'est parti. Allez les gens, une petite dose quand même, moins de 4% de personnages ayant un handicap dans ces séries contre 29% pour la population américaine. Et quand par miracle ces personnages existent, ils sont interprétés et incarnés 4 fois sur 5 par des acteurs et des actrices valides. Sachez également que les personnages LGBT sont plus souvent associés à un handicap. Sans compter également que ces personnages sont toujours dépeints avec des tropes grossiers. Bref, je vous renvoie à l'étude que je vous mets en description. Vous y trouverez également des propositions concrètes de la Fondation pour améliorer la représentation des personnages ayant un handicap à la télévision, notamment en prenant en compte leur diversité intersectionnelle. Ne pas centrer les récits sur les handicaps, projeter la vision médicale du handicap, prendre en compte les identités croisées, etc. etc. En attendant, c'est de la merde. Exactement comme ce que doivent se dire en ce moment les travailleurs et travailleuses de chez Cartoon Network, Bloomberg Business ayant publié ce mardi un long article documentant le déclin de la célèbre chaîne d'animation. Et il n'est pas trop dire que de parler de déclin, juger du peu. 80% de chute des revenus publicitaires de Cartoon Network et d'Adult Swim ces 10 dernières années. Les gens, 80%. La plateforme Max, censée prendre le relais du câble en incorporant notamment des programmes Cartoon Network, peine à attirer les jeunes. Seuls 13% des enfants de 10 à 12 ans la regardent contre 72% pour Netflix. Le différentiel est abyssal. Bref, une désaffection économique pour le modèle traditionnel de Cartoon Network dans un contexte où pourtant l'animation globale n'a jamais été aussi populaire. En cause, l'abandon de la télé linéaire par les jeunes, l'effondrement structurel du câble, plus généralement la concurrence massive du streaming et des autres œuvres d'animation, la perte d'identité éditoriale, l'idée originelle de Cartoon Network, expérimentale, subversive, parfois absurde, se diluant dans tout le contenu de la plateforme Max, la logique néolibérale de désinvestissement favorisant la rente sur catalogue plutôt que l'investissement dans la nouveauté, et peut-être surtout les stratégies court-termistes de Warner Bros. Discovery, on en avait déjà parlé, qui a adopté une logique d'optimisation financière après sa fusion, optimisation, rationalisation, appelez ça comme vous voulez. Le résultat, vous le connaissez, il est le même. Suppression de contenu peu rentable ou mal classé, déduction fiscale en annulant des projets déjà produits, délocalisation, externalisation de la production et licenciement de travailleurs et travailleuses. Il ne reste plus qu'à voir disparaître le service désormais. Contrairement aux Golden Globes qui s'étendront enfin au-delà du cinéma et de la télévision avec une nouvelle catégorie puisque l'événement récompensera désormais le meilleur podcast de l'année. Le meilleur podcast de l'année. Tout ça ressemble clairement à une manœuvre pour attirer plus de stars puisque devraient être présents à la prochaine édition Amy Poehler, Trevor Noah, Jason Bateman. Si vous suivez un peu les classements podcasts américains, vous les avez sûrement déjà vus. Mais écoutez, c'est bien cool. J'irai récupérer le prix de Frédéric Martel un de ces jours. Ça va être bien les gens, comme l'annonce en marge du Festival de Cannes, du lancement d'une plateforme de streaming pour, je cite les deux fondateurs américano-palestiniens, faire entendre les voix des Palestiniens et contrer leur déshumanisation. Ça s'appelle Watermelon et contre monnaie sonnante et trébuchante, la plateforme proposera une 60aine de films, dont une partie avec pour toile de fond directement Gaza. Hamza Ali, cofondateur du site, précisant que c'est précisément déshumanisation et notre invisibilisation qui nourrissent les mesures. Ça vaudra certainement le coup d'œil comme à cette bande-annonce. Tu dis vraiment ça sérieusement? Ouais. Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour ce que beaucoup... Je crois pas qu'il y en ait tant que ça. Si, je vous assure.
Le secrétaire à la Défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents? J'ai empêché une guerre. Peut-être. Non, pas peut-être, je l'ai fait. En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Avez-vous consulté le président? Non. Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des Je n'ai États-Unis, ça ne jamais ferait agi que comme mon plus nom à de moi. problèmes dans le monde entier. Et avec les meilleures intentions. Si j'étais dans la même situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences Tout de le mes... pays se serait fait tuer. Je l'avoue, ils m'ont eu avec cette première vraie bande-annonce de Superman, un nouveau film sur l'homme d'acier et toute nouvelle vision du bonhomme dans le tout nouvel univers étendu DC Studios. Un film réalisé par James Gunn avec David Corensvet, avec Rachel Brosnahan, avec Nathan Fillion. Rends l'argent. Non, excusez-moi. Avec Nathan Fillion, un film qui n'avait pas grand-chose sur le papier pour m'intéresser. Mais écoutez, il y a de la couleur, il y a vraiment de la couleur. Il y a des personnages qui osent se parler les uns les autres. Il y a un Superman qui a l'air avoir un peu de personnalité. Écoutez, ce sera une première. Et il y a un espèce de cadre et de filtre de telenovela des années 80 qui me plaît plutôt pas mal. Ce sera le 9 juillet en salle et j'en profite pour vous remettre en description l'édito que j'avais pu faire sur le premier teaser du film il y a quelques mois où on parlait notamment des anciens films Superman et de ce qu'ils avaient à dire politiquement. Écoutez, cette bande-annonce le fait plutôt bien avec celle-ci qui est là pour compléter. 특별한 사람이 되고 싶었나 봐. 인류 대표로 화성에 가는 우주인. 안영아. 응? 너는 특별해. 진짜로 화성에 가면 나는 뭘로 연락해? 무전기 사러 가? 제이는 이제 노래 안 해? 난 제이 목소리 다른 사람들이 다 들을 수 있으면 좋겠어. Ça, c'est Juste l'espace entre nous, le premier animé sud-coréen produit par Netflix et le premier film réalisé et écrit par l'artiste Ji-won Han, produit chez Climax Studio et Red Rock Culture House. L'on suivra les périples d'une astronaute s'envolant pour Mars pour y retrouver sa mère, alors qu'elle fait au même moment une rencontre qui va changer sa vie. Écoutez, c'est joli comme tout, c'est de la science-fiction, ce sera disponible dans 2 semaines, le 30 mai. Ça vaudra sans doute le coup de s'y intéresser, comme il vaudra le coup, les gens, que vous vous intéressiez à ceci. Feel the pressure. Une fois n'est pas coutume, je tenais à vous partager un titre musical que j'ai écouté, que j'écoute en boucle depuis une semaine. Ce titre, c'est Feel the Future, c'est entièrement du beatbox. La prod est folle, le degré de maîtrise technique aussi. Lui, c'est Improver, champion de Russie en solo en 2019, champion du Eton World Championship, un des monstres de cette pratique si particulière du beatbox dont je vous parlerai un de ces 4 dans Soft Power, c'est certain. Le morceau est pas long, je vous invite à l'écouter en entier. Et si vous connaissez pas du tout ce domaine, faites-moi confiance les gens, vous pourriez aimer ça. Et puis si vous aimez pas, écoutez, c'est pas grave, il vous restera toujours les recommandations de cette semaine. Et là il me dit est-ce que tu veux être la chanteuse de Novelis? Et moi j'étais choquée parce que je savais même pas qu'ils avaient plus de chanteurs quoi. Et du coup j'ai dit oui carrément, genre moi c'était l'opportunité de ma vie. Et du coup on a fait des sessions de tests, un peu de genre d'audition pour voir que ça fonctionne bien au labo, tu vois, au studio. Écoutez les gens, on arrête toutes les recommandations de la semaine de l'émission. Comment se fait-il que personne ne m'ait jamais prévenu de l'existence du podcast Bang Bang RSTL SS, Restless Till Rock is Back, un podcast à la qualité professionnelle faisant le tour de l'actualité, comme son nom l'indique, de la scène métal et rock française et internationale, un podcast découvrant aussi des artistes, en interviewant d'autres, comme Camille et Nicolas du très chouette groupe Novelist cette semaine. L'interview est sympa, c'est bourré d'infos partout,
tout le temps. Et Bang Bang RST LSS, c'est un épisode par semaine. Comment ils font pour tenir ce rythme avec une qualité visuelle et audio pareil? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Super découverte pour moi qui aime vraiment cette scène musicale. C'est sans doute pas la chaîne la plus politique que je vous ai proposée dans les recommandations de Soft Power, puisque je sais que vous aimez ça. Mais quel plaisir, les gens, quel plaisir. Lien en description pour que vous puissiez, pour que je puisse vous partager ma joie, évidemment, et puis pour que vous puissiez partager ma joie, comme vous pourrez la partager pour cette autre recommandation. Ça aussi, les gens, c'est super. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve des histoires qui correspondent à ma thématique sur chaque époque. Donc, j'avais des histoires, je savais déjà que j'allais en parler, comme les suffragettes. Enfin, voilà, c'était sûr qu'elles seraient dedans. Mais quel banger, là aussi, que cette conversation entre la streameuse Ultia, la youtubeuse Manon Bril, les autrices de bande dessinée Sixtine Dano et Caroline Cohen-Ring, précisément autour des thèmes de la sororité et du féminisme en bande dessinée. Tout le monde a plein de trucs super intéressants à raconter. Mention spéciale à Ultia pour ses relances, pour sa gestion du groupe, pour faire avancer les réflexions sur des sujets complexes et plus que jamais au cœur de l'actualité. Ça parle du travail de recherche pour concevoir des œuvres sur de tels sujets. Ça parle de nécessité, de la variété dans les représentations de la sororité. Ça parle d'émancipation. Ça parle de symbole de la sorcière. Ça parle de comment toucher d'autres personnes que des déjà convaincus. Une question qu'on est nombreux et nombreuses à se poser en permanence. Ça parle de l'importance du female gaze. La discussion est riche. Il se dit beaucoup de choses pendant ces 2 heures, mais je ne doute pas que vous serez convaincus, comme moi, que ces éditions Glénat BD Live présentées par Ultia font partie des choses les plus intéressantes qu'on peut avoir sur la BD sur le web français. C'était super chouette là aussi, en description bien sûr. 40 € pour assister au concert de votre artiste préféré, mais depuis votre salon, derrière un écran. Est-ce que ça vous tenterait ? Pendant la pandémie de Covid, les salles de concert du monde entier ont été obligées de fermer leurs portes. Certains artistes ont alors proposé des sessions live un peu artisanales, souvent diffusées gratuitement sur les réseaux sociaux. Mais du côté des grosses industries musicales, comme celle de la K-pop, on a vu dans cette crise une opportunité économique. La semaine dernière, les gens, l'excellente chaîne Avide de recherche s'est intéressée à la vulgarisation d'un article de la chercheuse Ewan Won au sujet de l'émergence d'un nouveau modèle économique, celui des concerts en ligne dont on a déjà parlé dans l'émission et qui ont explosé, notamment avec la pandémie et ses annulations subséquentes de nouveaux événements en direct, mais concerts en ligne qui ont surtout suscité des investissements massifs de la part d'entreprises privées, elles-mêmes le plus souvent massives, et c'est en vulgarisant cet article que la chaîne Avide de recherche va s'intéresser à ces concerts en ligne d'un point de vue technique, d'un point de vue utilitaire, d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue du poids que ceux-ci peuvent avoir dans les rapports de force qui traversent les industries culturelles, mais aussi dans les phénomènes de concentration de capitaux. C'est propre, c'est clair, et de toute façon, Charlotte Barbier qui présente la vidéo, elle a toujours été basée, force à elle. Concert virtuel argent bien réel, c'est la dernière vidéo en date de la chaîne Avide de recherche. Et voilà, c'est marrant parce que tu vois autant des gens qui sont que tu vois, moi je connais, qui sont dans le pur tradit depuis des années et puis qui se font taxer d'IA artistes alors que les mecs c'est à peine s'ils touchent un ordinateur. Et quoi de mieux pour bien terminer les recommandations de l'émission qu'une bonne grosse vidéo d'1 heure sur l'IA pour changer, mais qui change un petit peu quand même vraiment, puisque dans cette discussion, la chaîne 1G Comics, que je connaissais pas, a invité tout un tas de dessinateurs de bandes dessinées et de comics pour venir échanger autour de l'IA. Il y a presque une dizaine de personnes, parce que moi je vous parle, mais c'est quand même autrement plus utile d'avoir des gens directement concernés par le sujet, quoi qu'ils en disent. Des questions philosophiques à la peut-on encore parler d'art quand on parle d'IA, qui honnêtement m'intéresse un petit peu moins, aux questions matérielles de propriété intellectuelle, tout en parlant de travail. Beaucoup de choses sont abordées là aussi dans cette vidéo. J'ai trouvé le format super et ça me donne très envie de faire quelque chose de similaire. Oui, ça ira dans la liste. Bref, l'IA fait-elle débat dans les comics? C'était la dernière recommandation de cette semaine dans Soft Power, les gens. Et voilà, c'est la fin de ce 76e numéro de Soft Power. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission sur toutes les plateformes de podcast ou en VOD sur la chaîne YouTube Soft Power. Tous les liens, des articles, des vidéos, des recommandations dont je vous ai parlé tout le long de l'émission en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui. Et je me remercie d'avoir été présent, tiens, pour changer, pour ce 76e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de l'Union cardassienne, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve dans 2 semaines. On fait le max pour la prochaine matinale. Et en attendant, prenez soin de vous, regroupez-vous. Je crois que vous avez compris que c'était le message du jour. Et moi, je vous dis ciao!